Parce qu'il y a les femmes, parce qu'il y a le sport, soyez les bienvenus dans votre rendez-vous dédié aux femmes dans le sport. Je suis ravi de vous accueillir comme toutes les semaines dans La Victoire éternelle avec encore, comme toutes les semaines, un programme exceptionnel. Voici le sommaire. Un prodige du cyclisme sur piste avec nous aujourd'hui, Mathilde Gros, déjà double championne d'Europe à seulement 21 ans. La Française sera du voyage au JO de Tokyo cet été, retour sur un parcours déjà extraordinaire. La dirigeante de la semaine est Raphaël Tervel, tout juste retraitée de son poste d'entraîneur de Besançon Handball. L'ancienne joueuse de l'équipe de France nous parlera de sa carrière et de ses futurs projets. Enfin, une aventurière qui peut avoir le sourire, Maxine Eouzan, grande gagnante de l'émission de Koh-Lanta, Les Armes Secrètes. L'ancienne championne de gymnastique et de plongeon nous racontera son aventure. Ma chère Mathilde Gros, je suis ravi de t'accueillir en direct aujourd'hui dans La Victoire éternelle. Mathilde qui est quelque part pas loin du Vélodrome dans les Yvelines. Bonjour Mathilde. Bonjour. Mathilde, ça me fait vraiment plaisir de t'avoir. Tu es, Merci. comment dire, le déjà quotidien et puis l'espoir du cyclisme sur piste en France. C'est bien ça comme présentation. Ouais, c'est un honneur. Ouais, c'est parfait, franchement, c'est magnifique. Bah, c'est un honneur, mais tu le mérites. Hein. Et on va voir ton parcours. Moi, il y a des passages, il y a des moments clés, des moments charnières que j'adore et que je trouve juste incroyables. Mais enfin, c'est ça la détection française. Tu as choisi une carte blanche et tu as choisi qui aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai choisi ma petite sœur, Qui s'appelle Mylène. Mylène, qu'on va voir apparaître. Ma chère Mylène, bonjour. Bonjour tout le monde. Alors, petite sœur Mylène, tu as quel âge? Moi, je vais avoir 19 ans à la fin du mois. Ok. Et comment tu vois ta grande sœur de 21 ans? Très grande. Ça veut dire quoi? Non, j'admire beaucoup tout ce qu'elle a accompli durant toutes ces années. C'est un vrai modèle pour moi. C'est quoi ce qu'elle a accompli et qui te fascine? C'est toute la détermination qu'elle a eue tout au long de son parcours. Elle n'a jamais rien lâché et elle a toujours maintenu ses efforts. Et quand elle avait 7 ans et que tu en avais 5, c'était déjà quelqu'un de battant, de volontaire, de déterminé? Ah oui, elle ne me laissait jamais gagner. C'est vrai ça, Mathilde? Ouais, j'avoue, j'étais très très mauvaise perdante. Donc à chaque fois qu'on faisait des jeux de société en famille ou quoi, il fallait que ce soit moi qui gagne. Sinon, on allait passer un mauvais quart d'heure. Tu étais prête à tricher pour gagner ou pas? Non, ça par contre, quand même non. Et est-ce que tu étais mauvaise perdante? Très très mauvaise perdante, ouais. C'est vrai Très, très ça, mauvaise Mylène? perdante. Ah oui. Du coup, des fois, je la laissais gagner. Ça, c'est bon ça. Mylène, est-ce que tu fais du sport toi aussi? Oui, moi, je pratique l'équitation. Quelle discipline? Je pratique le complet. D'accord. Et tu as des ambitions de haut niveau? Pas tellement, c'est plus de m'amuser et d'aller le plus loin possible que je peux. Alors, Mathilde, on va reprendre ton parcours parce qu'il est atypique. D'abord, est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que quand je dis atypique, tu trouves que ça te correspond? Ça me correspond totalement et comme on va le voir par la suite, c'est vraiment, ouais, j'ai une vie un peu atypique, quoi. Mais c'est juste fascinant et on va voir tout ça. Alors, tu as 21 ans, tu seras à Tokyo d'ici quelques semaines avec ton vélo sur piste. C'est déjà une pression particulière, un ressenti, une appréhension ou non, j'y vais et puis laissez-moi tranquille? Non, c'est une pression quand même parce que faut savoir que moi j'ai intégré le pôle à Saint-Quentin, et même à l'INSEP, donc il y a 6 ans maintenant, bientôt 7, et c'était vraiment, voilà, on m'a fait venir au vélo pour, on m'avait dit vraiment finalité Tokyo, c'était ça le but que je visais. Et du coup, c'est vrai que là, c'est un peu l'acheminement de cette année-là. Et du coup, voilà, c'est sûr qu'on a de la pression, on a envie de ramener la plus belle des médailles, de faire plaisir à sa famille, ses entraîneurs, tout le staff qui est derrière la fédération, le coach et surtout la France aussi, parce qu'on va représenter vraiment haut les couleurs de la France et c'est un peu toutes ces émotions qui se mélangent et j'ai hâte d'y être. Est-ce que l'absence de public, c'est un problème pour toi? Je parle dans le stade, hein, dans le...
Bah, en fait, c'est vrai que à la base, mes parents, ma sœur, mon frère, ma grand-mère et ma tante devaient venir à Tokyo. Donc, ça faisait 2 ans qu'ils avaient déjà tout prévu. Donc, c'était assez compliqué, mais ils avaient réussi à avoir des places et à gérer tout le package, en fait, l'hébergement et tout ça. Et c'est vrai qu'avec bah, du coup le Covid, ça a été reporté. Et puis finalement, ça a été annulé pour les spectateurs étrangers. Donc, c'est Ouais. vrai que j'avais quand même bah, beaucoup de déception sur le coup, mais je pense que là, tous les sportifs et sportives, tout ce qu'on veut, c'est que vraiment les Jeux bah, aient lieu. Et voilà, s'il faut qu'il y ait qu'un public japonais ou pas de public, je me dis ça restera des Jeux Olympiques et je serai présente. Tu sais, Mathilde, moi j'ai eu 2 expériences avec des vélodromes. Le premier, c'était à Rio, archi-comble, et une ambiance incroyable, fantastique, avec des supporters des nations qui poussent derrière leurs champions et leurs championnes. Et puis la deuxième expérience, c'est que j'ai eu la chance de rouler 2 fois là où tu t'entraînes tous les jours, à 50 ans en Yvelines. Donc là, évidemment, c'était vide, parce qu'il y avait moi et quelques potes, et on m'avait organisé ça. Mais en revanche, on entendait les copains et les encouragements. Et je me dis que le staff de l'équipe de France, quand tu seras en train de tourner sur la piste, tu l'entendras comme si c'était à l'entraînement. Et je pense que ça génère un truc totalement différent, certes, je te l'accorde, mais un truc hyper fort. Ah non, je suis complètement d'accord. Et en plus, c'est vrai que les épreuves seront en même temps quasi pour tout le monde. Donc il y aura toute l'équipe de France au milieu. Et puis, je pense que voilà, il y aura le coach aussi qui sera vraiment au bord de piste. Et moi, j'ai déjà fait l'expérience aussi dans un vélodrome blindé en Allemagne où il y avait que des Allemands, mais il y avait juste ma grand-mère et sa copine. Et j'entendais, malgré tout, parce que j'étais en demi-finale contre une Allemande, malgré tout l'engouement des Allemands, j'entendais la voix de ma grand-mère qui criait et je me dis, voilà, j'aurais cette petite voix aussi dans ma tête et avec aussi les copains qui crient en bord de piste, ça ne sera que magnifique. Mylène, tu as intérêt de gueuler très fort hein, depuis le sud de la France pour qu'elle t'entende. Hein. Ah oui, on va tout donner là. Alors, Mathilde, tu es née dans les Hauts-de-France en 99, puis tu as grandi dans le sud, du côté d'Aix-en-Provence, et tu as commencé par le basket. Et vous allez voir qu'il là, on en arrive au point clé et au parcours tellement atypique de Mylène. Tu as commencé par le basket, tu étais fan de basket, pourquoi le basket ? Parce que, en fait, quand j'étais petite, j'étais très grande déjà pour mon âge et j'avais beaucoup d'énergie et j'aimais bien manger. Et du coup, mes parents m'ont mis assez rapidement au sport et assez rapidement, j'ai fait du basket parce qu'il y avait un club qui s'appelle Sapella qui était vraiment à côté de chez nous, à Salon-de-Provence. Et tout de suite, donc à 3 ans, j'ai commencé le basket. Et il y a une passion qui est née pour ce sport et voilà, ça restera mon sport de cœur. Mais vraiment, j'ai adoré. Et je me suis mise à regarder les Céline Dumerc à la télé. J'étais vraiment à fond. Je me suis abonnée au Basketball Magazine. Enfin voilà, c'était vraiment ma passion. Et je voulais en faire mon métier plus tard. Je voulais être sportive de haut niveau dans le basket. Alors vous ne rêvez pas, hein, c'est bien Mathilde Gros qui est avec nous, qui sera sur un vélo à Tokyo dans quelques semaines. Hein. On parle le basket, à un moment ça s'est arrêté. Mais c'est juste assez génial et tu dis ça reste mon sport de cœur. Alors ça se passe tellement bien dans le basket qu'à 12 ans, tu intègres un pôle espoir, c'est ça ? C'est ça. Donc à 11 ans, j'ai été recrutée dans la sélection régionale. J'ai réussi à faire mes preuves et l'année d'après, donc j'ai intégré le pôle espoir d'Aix-en-Provence et où j'y ai fait 2 ans en fait de mes 12 à 14 ans. Tu mesurais combien et tu mesures combien aujourd'hui ? Je mesure 1m75 et puis j'ai arrêté de grandir. Je fais toujours 1m75. Elle était comment à l'adolescence, ta sœur ? Mylène ? Oh, elle était déjà très très grande. On n'a que 3 ans d'écart, mais pour tout le monde, on en avait 6. Donc c'était assez compliqué quand même. Mais elle a toujours eu j'étais un sacré morceau, cette force, quoi. Ouais, Compris. Toujours. Moi, j'étais toute petite. Et puis en 2014, il y a ce tournant, alors que tu vas tout droit, parce que avant cet événement de 2014, dans ta tête, tu voulais devenir basketteuse professionnelle, on est bien d'accord, hein ? C'est ça. Et puis en 2014, il y a un week-end, il y a l'équipe de France de BMX qui est à Aix, et il y a ce qu'on appelle un watt bike. Explique-nous ce que c'est et ce qui se passe et comment tu arrives à monter sur ce vélo. Parce que évidemment, tu étais dans ta tête, et tu viens de me le confirmer, formatée, moi je serais une basketteuse professionnelle.
Pourquoi on te fait monter sur ce fameux vélo quand l'équipe de France de BMX arrive? Alors, en fait, un watt bike, c'est un vélo qui calcule la puissance en watts ainsi que la cadence. Et donc, on a les pieds clipsés. Et c'est un vélo que souvent les BMX, les pistards, même ceux qui font de la route ou quoi l'utilisent. On peut le trouver en salle. Donc, c'est vraiment un peu un vélo d'appartement, mais plus plus. Ouais. Et en fait, il y avait les BMX qui s'entraînaient à Aix, donc à l'époque, avant de partir sur Saint-Quentin, qui était à Aix-en-Provence. Et en fait, j'étais avec mon entraîneur de basket à l'époque, Olivier Jordi, et puis il faisait des entraînements sur wattbike. Et à ce moment-là, tiens, il m'a dit, tiens Mathilde, on va essayer. Vas-y, monte dessus et puis essaye de battre les BMX, mais bon, toujours en rigolant parce que je ne faisais absolument pas de vélo. Et en fait, il s'est avéré que ils se sont rendus compte avec l'entraîneur à l'époque du pôle de BMX, ils se sont rendus compte que j'avais des données quand même assez impressionnantes pour mon âge, pour le fait que je ne fasse pas de vélo aussi. Et à partir de là, j'ai mis des chaussures de cycliste, j'ai clipsé, j'ai continué. Et là, en fait, ils se sont rendus compte que j'avais peut-être un peu un don pour le vélo. Et tout de suite, on m'a dit, ouais, plus tard, faut que tu fasses de la piste. Alors moi, je connaissais absolument pas ce que c'était la piste. À part le VTT, le Tour de France et le BMX, je connaissais pas du tout. Donc, et puis je disais, mais c'est n'importe quoi. Moi, je veux faire du basket. Je suis à fond là-dedans. Laissez-moi tranquille. Et puis, on en a plus reparlé. Et en fait, à chaque fois qu'il me voyait l'entraîneur de BMX, il me disait, ouais, tu vas voir, tu vas finir à Paris, à la piste, etc. Attends. Quand tu dis à chaque fois qu'il me voyait, c'était combien de temps après? Mais c'était tous les jours à l'entraînement parce que le pôle de BMX à Aix il restait à Aix. Et du coup, des fois, on partageait la même salle de musculation. Donc, je les voyais aller 2-3 fois par semaine. Et à chaque fois, il me disait au self et tout, il me croisait, il me disait, ah, la future pistard. Je dis, mais qu'est-ce qu'il dit? N'importe quoi. Moi, j'étais à fond dans mon basket. Oui. J'étais très, très bien là-dedans et je croyais en mes rêves de basketteuse. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Et ben ensuite, l'entraîneur du pôle olympique de Paris a contacté mes parents un soir. Donc mon père, j'en avais pas du tout parlé parce que j'avais pas du tout pris ça au sérieux. Ouais. Et il a cru que c'était un canular. Et à partir de là, il m'a dit, mais Mathilde, c'est quoi cette histoire, cyclisme sur piste et tout Et il m'a proposé que tu viennes une semaine à Paris pour découvrir le vélo, etc. J'ai dit, non, je sais pas. Oui, j'avais fait un test, mais c'était même pas un test, c'était pour rigoler, je sais pas. Et du coup, l'entraîneur avait appelé mes parents et on est monté une semaine à Paris pour découvrir ce monde-là. Et donc, tu prends le train ou l'avion et tu te retrouves à Paris à l'INSEP? Je monte en voiture avec mon père et ma mère pour découvrir. Donc, c'était en avril 2014. Donc ça, c'est combien de temps après le fameux week-end où on t'a posé sur un vélo et où tu as déchiré toutes les stats? C'était 2 mois après, donc quand même, il s'était écoulé du temps. Et puis moi, j'avais mes études à côté, j'étais en première, donc j'étais pas vraiment focalisée sur ça. Et puis il y avait le basket aussi, parce que du coup, l'année d'après, j'allais quitter le pôle parce que c'était que 2 ans, donc il fallait trouver un centre de formation, donc il fallait contacter d'autres clubs et savoir où j'allais faire mon avenir aussi. Donc j'étais vraiment pas partie là-dedans. Avant d'aller plus loin, dans le basket jusqu'à ce jour-là, tu étais hyper sérieuse, hyper rigoureuse, hyper ambitieuse. Oui, tout à fait. Et malgré ça, j'ai eu quand même beaucoup de blessures, beaucoup de désillusions aussi parce que je savais que pour mon poste et ce que je voulais faire, ça allait être très, 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 très compliqué d'intégrer l'équipe de France. Mais voilà, j'ai rien lâché. Et puis, mes parents étaient très présents, ma famille, à chaque fois que parce que j'ai été j'ai eu beaucoup de blessures quand j'étais plus jeune, alors que j'étais très jeune et c'est vrai que c'était pas commun. Mais voilà, je me suis dit, un jour, ça tournera et je prendrai l'opportunité quand ça arrivera, quoi. C'était le vélo. Alors, on reprend. Donc, tu montes dans la voiture avec papa et qui d'autre, tu as dit? Et ma mère. Papa, maman, toi à l'arrière de la voiture, direction Paris, l'INSEP. Là, tu as quel âge? Tu as quoi, 14 ans? 15 ans? Là, j'ai 14 ans. 14 ans. Ok, vous arrivez à l'INSEP, qu'est-ce qui se passe? Raconte-nous, fais-nous rêver. Eh ben, j'arrive, je rencontre l'entraîneur de l'époque, il me montre un peu les locaux de l'INSEP. Donc, c'était un rêve pour moi d'intégrer l'INSEP dans le basket toujours.
parce que mes copines allaient rentrer à l'INSEP l'année prochaine. Donc, c'est vrai que l'INSEP, c'est la maison du sport français. C'est Bien là sûr. où tous les grands champions sont passés, passent. Enfin, c'est vraiment c'est l'endroit qui fait rêver tout sportif. Et du coup, on arrive à l'INSEP. Alors moi, les grands yeux comme ça. En plus, ce jour-là, je me rappelle, il y avait Teddy Riner. Donc, tout de suite, j'étais bien, quoi. Et on va manger au self. Il nous explique un peu comment ça se passait pour l'école, etc. Non mais De là, on quitte attends. Oui. Il t'explique comment ça va se passer pour l'école, mais t'es toujours pas monté sur un vélo pour faire le test. Non, toujours pas, toujours pas. Non mais c'est complètement dingue. Je veux dire, tu te rends compte de ce qu'on est en train de dire, quoi. Alors vas-y, continue. Ouais. Et du coup, de là, on retourne à Saint-Quentin en Yvelines, au pôle olympique qui s'était tout juste construit, qui était tout récent. Et là, on me fait monter sur la piste. Donc, on me fait monter sur la piste. Donc, j'étais basket, jogging, je découvre la piste. Alors, autant vous dire que ça, je vais l'avouer, je suis arrivée à Saint-Quentin, on entre par l'entrée principale, quoi. Ouais. On arrive au-dessus des bus. Et là, je tombe nez à nez avec la pente. Et tout de suite, prise de panique, je suis retournée dans la voiture, j'ai commencé à pleurer. J'ai dit à mes parents, j'ai pas envie, quoi. J'ai dit, c'est quoi ce truc? On peut même pas tenir, juste marcher, monter, c'est pas possible. J'ai dit, mais moi, je veux pas faire ça, je tiens à ma vie. Enfin, non, je vais comprends. garder le parquet de basket. Alors, je comprends et c'est drôle ce que tu dis parce que j'ai vécu la même chose, à part que j'ai pas pleuré. Mais c'est vrai que c'est très vertigineux quand tu rentres dans le vélodrome et tu arrives et tu as la piste en dessous. Et c'est comme ça une piste. Hein. Et donc, bref, tu pleures et là, papa dit, oh, allez, ça suffit. C'est ça, exactement. Et du coup, là, je vais monter. Donc, je monte sur la piste. Alors, je pleure sur mon vélo en étant à la balustrade tout en haut parce que c'était tellement impressionnant. J'étais en train de pleurer, mais j'étais à la fois en train d'aimer ça. Donc, bon, c'était un mélange d'émotions total. De là, je descends du vélo. On me fait faire des tests. Donc, vrai, donc cuissard, chaussures. On va sur un watt bike un peu plus poussé, certifié pour valider parce que c'était bien beau, mais ça se trouve les gens avaient peut-être embelli mes données. Donc, du coup, c'est vrai que là, tout de suite, je fais des tests, je confirme et à la fin, donc je suis restée pour 5 jours. Hein, j'ai fait à Saint-Quentin. Et du coup, à la fin de ces 5 jours, j'ai une réunion. Attends. Avant que tu ailles plus loin, pendant ces 5 jours, tu n'as pas fait que du watt bike. Tu as tourné sur l'anneau aussi. J'ai tourné sur l'anneau. Ouais. Ouais. J'ai découvert l'anneau, mais que de Saint-Quentin en Yvelines, pas d'INSEP. L'INSEP, j'y suis allée, mais juste pour voir. J'avais même pas vu la. C'était juste pour m'expliquer un peu si jamais je choisissais le vélo. Oui, compris. Et donc, au bout des 5 jours, papa, maman, la fille, alors, qu'est-ce qu'ils disent? Eh ben, ils me disent, écoute, on te veut. Donc, ça va être un chantier. Mais on te veut, on va prendre ce risque. Maintenant, c'est à toi de nous dire ta réponse dans 2 mois. Et du coup, donc c'était en avril 2014 et c'était pour intégrer l'INSEP en septembre 2014, donc quelques mois après. Et tout de suite, dans le vif du sujet, en septembre, quoi. Et là, je me suis dit, ah ouais, c'est incroyable ce qui m'arrive. Ma vie prend une toute autre tournure. Tu te souviens, Mylène, de comment tu as appris l'information, qui t'a appelé et ce que vous vous êtes dit avec ta frangine? Ah, c'est vrai que sur le coup, quand j'ai appris ça, j'ai dit mais c'est complètement dingue quoi. Nous on la voyait aller après, c'est ça quoi, après le Krebs, aller du coup dans d'autres centres de formation. Elle avait des tests de prévus et quand du coup elle m'a dit je monte à Paris pour faire du cyclisme sur piste. Déjà je connaissais pas du tout ce sport. Du coup, je me suis dit: «Ah ouais, là, c'est incroyable» et quand elle nous a dit: écoutez, c'est ça que je veux faire, ce sport, je veux essayer de faire les jeux». Enfin, depuis toute petite, elle voulait faire les jeux donc elle a dit: Je lâche le basket et je pars, dans le vélo». Et là, ce qui est magnifique, Mathilde, c'est qu'effectivement, tu renonces à une chose pour te projeter sur le cyclisme sur piste, mais tu le fais à fond tout de suite et les performances arrivent hyper vite. C'est-à-dire que l'année d'après, tu es championne de France cadette en vitesse sur 500 mètres, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et tu es surprise ou qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Ouais, en fait, faut savoir que quand je suis rentrée, ça a été assez compliqué parce que j'ai eu 3 chutes en 4 mois. Ouais. Et j'ai failli arrêter parce qu'en janvier, ça a été très dur. J'ai fait une compétition à l'INSEP et ça s'est très mal passé. Je suis tombée, etc.
Donc, j'ai mis 3 mois à m'en remettre. Donc, on a vraiment commencé en fait l'entraînement en avril, mai, avec mon entraîneur. Et je me Magnifique suis cette dit, photo. Mathilde, incroyable cette photo. Oh là Remettez-moi là. la photo juste d'avant, s'il vous plaît. Là. Punaise, quelle rage, Ah quelle ouais. volonté. Là, j'entends ce que disait Mylène. Hein. Là, t'avais raison. Hein. Elle aime pas perdre celle-là. Hein. Ah non, Voilà, c'est sûr. bah, c'est la photo qui me définit bien. Ouais. Et donc, vas-y, je t'ai interrompu. Continue. Et donc, les championnats de Et France en arrivent fait, après les blessures. c'est ça, championnat de France. Et là, je me dis, bah, c'est qui tout double? C'est soit je marche fort, je vois que j'ai quelque chose et même hormis les médailles, vraiment en termes de chrono, qu'on peut Ouais. espérer vraiment quelque chose. Et soit bah, ça se passe pas bien, et puis au moins j'aurais tout tenté et voilà, pas de regrets parce que c'est vraiment ça l'important, pas avoir de regrets dans sa vie. Et puis voilà, je rentrerai chez moi, je sais que j'avais ma famille au cas où, Ouais. Sauf mais que au ça se fond passe. de Sauf moi, que. Attends, ouais. Mathilde, sauf que, mauvaise nouvelle, ça se passe hyper bien, quoi. Ouais, c'est T'es ça, championne de totalement. France. C'est Alors, ça, je t'es suis championne championne de de France. France, Là, ouais. on est en 2015 et tu as 6 mois de vélo dans les pattes. 2016, tu débutes les compétitions internationales. Et là, bam, championne d'Europe junior en Italie sur 500 mètres et vitesse. Tu deviens aussi championne de France senior. Enfin, c'est affolant. Et c'est là où je me dis, le génie de la détection, c'est ça aussi. C'est d'avoir suivi ou d'avoir su, déceler chez toi cette puissance dans tes jambes, dans tes cuisses, dans les fessiers, tout ça. Et puis avec ton mental et cette combinaison de la machine gros qui s'est mise en route. Et puis là, vas-y en route, maman. Hein. Non, mais c'est clair, c'est vrai qu'en plus, moi, je le dois beaucoup à mon entraîneur du basket à l'époque, Olivier Jordi, parce qu'il aurait très bien pu dire non, mais arrête tes bêtises, retourne à l'entraînement, je te veux l'année prochaine au centre de formation d'Aix, donc tes rêves de vélo, là, ça va 3 secondes, quoi. Et alors que non, pas du tout, tout de suite, il m'a dit écoute, bah voilà, la porte pour le très haut niveau, elle est là, quoi. Donc, après, il m'a dit, tu fais ce que tu veux, tu choisis, mais si tu veux t'entraîner pour le vélo, il n'y a pas de problème, on peut s'adapter. Et en fait, du coup, en juin 2014, j'ai fait mon dernier tournoi avec mon équipe en sélection régionale. C'était un tournoi de France. Et après, tout de suite, j'ai attaqué les entraînements, entre guillemets, de vélo sur la route et tout pour me préparer un peu pour la rentrée de l'INSEP parce que je n'avais pas envie d'être non plus totalement ridicule. Bien sûr. Là, on vient de voir les images de ton dernier titre de championne de France. On sent que tu as moins le vertige qu'avant. Hein. Il n'y a plus de problème. Hein. Évidemment, ça, ouais, tu t'es vite habitué. Alors, on a vu la progression 2015, le titre. 2016, les titres de championne d'Europe. 2017, triple championne du monde junior et triple championne d'Europe junior. My God, ça va à une vitesse phénoménale. Ouais, 2017, ça a été vraiment l'année déclencheur. Ça a été le déclencheur de tout parce que 2016, j'avais fait les championnats d'Europe et championnats du monde. Donc les Europes, j'avais ramené des médailles, mais les mondiaux, ça s'était un peu moins bien passé. J'avais fait 4e, 5e et 6e. Ça va, t'avais 12 ans et demi. Hey, tu dis ça, mais t'avais 12 ans et demi. C'est normal, quoi. T'as la dalle, toi. Hein. Ouais, franchement, l'année d'après, avec mon entraîneur Herman Terra, on a dit ce championnat du monde, on le coche vraiment et je veux ramener tous les maillots possibles. Et ça a été une année sans faute. Championnat de France, championnat d'Europe, championnat du monde. Je sais pas. C'est incroyable parce que j'ai tellement de chance en fait, parce que j'ai vécu des moments inoubliables. J'ai eu la chance qu'il y avait ma famille présente aux France, aux Europes et au monde. Mon coach aussi. Franchement, c'est là où en fait tout de suite j'ai dit mais je veux gagner tout ce que je peux faire, je veux le gagner parce que quand vous gagnez, ça, mais c'est une émotion quand on voit les autres crier, pleurer. Je me suis dit mais c'est ça que je veux quoi. Je veux aller au jeu, je veux ramener une médaille pour ça quoi. Ouais, ça c'est génial. Mylène, t'y étais toi sur les bords des pistes? Oui. Tu faisais partie de ceux qui pleuraient? C'est ça. Ah oui. Toute la journée, à chaque étape franchie, on disait mais c'est incroyable. On s'est dit mais ça continue, et championne de France, championne d'Europe, championne du monde et on se disait mais c'est pas possible, c'est une pépite. Ouais, et puis à 18-19 ans, c'est juste phénoménal. Hein. Alors, il y a quand même un épisode qui est embêtant, mais en même temps, c'est ça qui forge le caractère, même si tu l'avais. C'est cette grave blessure en 2018, raconte-nous, à l'épaule. C'est fin 2017.
En fait, j'ai enchaîné sur mon magnifique été chez les juniors. Tout de suite en septembre, on attaquait. Du coup, c'était un notre level les championnats élites. Donc, j'étais allée à Berlin pour faire les championnats d'Europe élite. Et du coup, dans la foulée, on avait 2 manches de Coupe du Monde, une à Prusco, où là, je fais ma première médaille chez les élites en Coupe du Monde en vitesse. Je fais 3, donc j'étais sur un petit nuage. Ouais. Par contre, le lendemain, je suis vite redescendue. En Keirin, en finale, je reste derrière, je fais l'erreur, ça se passe mal. Et en fait, il y a un trafic derrière et il y a une fille qui me tombe dessus. Et malheureusement, c'est mon épaule gauche qui prend tout le choc. Et là, je me fais une blessure, la plus grosse de ma carrière et une blessure assez grave. Et du coup… C'est quoi les ligaments, c'est osseux, c'est quoi la blessure? Non, j'ai une luxation acromio-claviculaire de stade 4. Donc, en fait, on appelle ça la petite touche de piano. J'ai mon épaule qui s'est dessoudée, en fait. Et du coup, j'avais… Arrête, je vais m'évanouir. Voilà. Arrête, je vais tomber dans les pommes. Et tellement douloureuse, cette blessure, non? Ah ouais, franchement, Ouais. sur le coup, je me suis relevée. Et en fait, quand je me suis relevée, j'ai senti mon bras tomber parce que du coup, il n'y a plus qui retenait. Arrête. Et là, je me suis dit, non, mais il y a un truc qui va pas, Et tout de suite, j'ai été assez bien prise en charge. Heureusement pour moi, il n'y avait pas ma famille présente ce jour-là parce que je pense que j'aurais perdu mes parents et ma sœur aussi. Mais c'est vrai qu'en plus, eux, ils étaient derrière l'écran et ils voyaient DNF, did not finish. Ça veut dire que je n'ai pas passé la ligne. Donc tout de suite, ça a été la catastrophe à la maison. Tout le monde m'appelait. Mais bon, vu que j'étais shootée à la morphine, je ne pouvais pas répondre. Et là, ça a été assez long quand même parce qu'après, il a fallu revenir en France pour me faire opérer. Heureusement, je suis tombée sur un super chirurgien qui m'a pris en main tout de suite, qui m'a opéré dès le lendemain. Et là, c'était une nouvelle étape dans ma vie de sportive. Bien sûr. Alors, il y a ces longs mois de rééducation. Et puis 2019, tu confirmes ton titre européen. Tu décroches ta première médaille mondiale, le bronze à la vitesse en Pologne. Ça doit te rassurer, j'imagine, parce que tout est allé tellement vite que ce coup d'arrêt net, il a dû être dur à vivre. Il a été très dur, surtout que je me suis blessée en 2017, en novembre 2017, sauf qu'en février 2018, il y avait les championnats du monde, les premiers, enfin mes deuxièmes, pardon, c'était à Apeldoorn et je suis passée totalement à côté. Et là, ça a été mon premier coup dur parce que jusqu'ici, les compétitions, à chaque fois, j'arrivais à ramener une médaille. Et là, ça a été vraiment le néant en vitesse, Keirin, dès le début, éliminé. Et ça m'a fait, ça a été très, 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 très dur. Et j'ai eu la chance d'avoir quand même plutôt, les médias, ils m'ont, ils ont bien, Ils ont compris. ils n'ont pas. Ils ont compris. Mais c'est vrai qu'on parle du mal des médias, mais c'est vrai que en fait, quand ils m'ont vu pleurer, j'ai dû leur faire de la peine. Donc du coup, c'est vrai que voilà, ça a été vraiment, j'ai été déçue de pas ramener de médaille, mais il y avait le fait qu'à la base je devais pas les faire et je suis revenue assez vite pour pouvoir au moins les faire. Et après, j'ai eu la chance tout de suite de partir au Japon pendant 2 mois et demi toute seule en immersion, sans coach, sans personne, sans famille, et de faire à fond du Keirin. Et c'est pour ça, je pense que j'ai eu mon titre de championne d'Europe après à Glasgow en 2018. Ouais, il ne faut pas la chatouiller, la mère Mathilde. Hein. C'est ça, hein. Franchement, Mylène, t'es surprise? Parce que moi, j'ai l'impression, et on ne se connaît pas, mais t'es surprise? Enfin, moi, ça me paraît tout à fait logique, tout ça, Mylène. Ouais, c'est quand même incroyable. C'est inhumain quand même. Et donc, 2019, après, il y a ce titre européen, cette médaille de bronze au championnat du monde. Et puis arrive la pandémie. Pandémie qui finalement te permet d'avoir une année de plus, mine de rien, parce que tu n'as que 21 ans, pour être prête pour cet été pour Tokyo. Ouais, franchement, ça a été… En plus, j'ai terminé donc, juste avant que le Covid arrive. Vraiment, on a pu faire nos championnats du monde. Donc, dernière étape pour la qualification olympique. Donc, c'est très, très important qu'on les fasse pour pas que ce soit reporté à X temps. Donc, c'est vrai qu'en plus, j'ai pas ramené de médaille. Donc, j'étais assez déçue et triste. On a vu de bonnes choses, mais voilà, c'était pas assez pour ces championnats du monde. Donc, ça aurait fait un peu juste avec les Jeux. Ouais. Et en fait, le destin en a fait autrement. J'ai eu une année de plus
voilà, même si cette pandémie, c'est quelque chose d'horrible, Non, mais évidemment. Mais dramatique. c'est pas le sujet du jour, mais c'est vrai évidemment. ouais, voilà, ça m'a permis d'avoir une année de plus pour me préparer, de prendre le temps parce que je pense que j'en avais besoin. Parce que l'année de 2020, j'ai couru quand même un peu partout pour me qualifier. Et du coup, on en oublie un peu. Enfin voilà, c'était à chaque fois la pression. Et vu que j'étais toute seule en équipe de France, c'était vraiment, fallait que je ramène ma qualif, quoi, parce que sinon, j'irais pas à Tokyo. Donc c'est vrai que ça m'a permis de prendre le temps cette année-là en plus. Ok. Je voudrais que notre camarade réalisateur mette les 2 frangines seules à l'écran, s'il vous plaît. Et je voudrais poser une question à Mylène. Mylène, une question et je veux que tu sois très sincère. Non, pas moi, enlevez-moi, juste les 2 frangines. Mylène, je veux que tu sois très sincère. Ta sœur, elle va à Tokyo cet été, pourquoi? Elle y va déjà pour elle prendre du plaisir et surtout qu'elle profite parce que ce qu'elle va découvrir, c'est quelque chose d'énorme. C'est pas tout le monde qui peut y aller et elle a cette chance-là, mais elle l'a gagnée, elle la mérite parce qu'elle était toute seule à courir, comme elle l'a dit, pour sa place, pour sa qualification aux Jeux de Tokyo. Donc je pense qu'elle y va, mais toujours avec la rage, l'envie d'y aller et de remporter ce qu'elle pourra remporter, mais ça, j'en doute pas du tout qu'elle fera de très belles performances. Va plus loin. Tu imagines quoi? Vraiment, je pense qu'elle va vraiment être incroyable et je pense qu'elle peut ramener de belles choses. Ouais. Mais je reste. Dis donc Mathilde, tu l'as briefé ta sœur avant pour qu'elle dise pas que tu vas y aller pour ramener une médaille? Non, pas du tout. En plus, elle m'a dit, ouais, c'est pourquoi l'interview? Je dis, c'est victoire et tout pour elle, enfin, un truc féminin. Donc voilà, je lui ai dit vraiment le minimum. Je lui ai dit, je sais pas de quoi on va en parler, donc surprise. Et donc, tu vas à Tokyo pourquoi cet été, Mathilde? Pour, de un, prendre du plaisir, et de un aussi, l'autre côté, ramener une belle médaille. C'est quoi une belle médaille? C'est la médaille d'or, ça c'est clair. Pour moi, je trouve que c'est la plus belle des médailles. Après, je dirais pas non pour une autre médaille, mais ouais, une médaille, quoi. Ça veut dire quoi, Mathilde? Ça veut dire arrête de m'emmerder avec tes questions, j'ai que 21 ans, je continue mon apprentissage. Évidemment que je vais tout faire pour ramener la médaille d'or, mais si c'est de l'argent ou du bronze, ça me suffira. Et puis je te rappelle, Alexandre, qui est à Paris en 2024, qui est que dans 3 ans. C'est ça que ça veut dire aussi? Non, franchement, non, je me permettrai pas. Mais non, mais c'est vraiment, je suis pas la favorite. Je fais pas partie des favorites pour Tokyo, ça c'est clair. Avant moi, il y a beaucoup de filles quand même, des Allemandes. Enfin voilà, on l'a vu au championnat du monde. Je suis là, mais c'est vrai que devant il y a beaucoup de monde. Mais moi, je pars du principe à partir du moment où je suis sur la ligne de départ, on a toutes les chances égales. Et c'est celle à qui, voilà, celle qui saisira l'opportunité et qui ira chercher une belle médaille. Mais en tout cas, je m'en prive pas et je sais que c'est peut-être rêvé, peut-être pas réaliste, mais voilà, je veux y croire et je me dis que tout est possible. Eh bien, Mathilde, rendez-vous ici en septembre avec une médaille, j'espère pour toi. J'espère. Merci beaucoup, les filles. Merci, Mathilde. Merci, Mylène. Bravo. C'était très inspirant. C'est génial. Continue de bosser. Et puis, je te dis bonne chance pour Tokyo et à très bientôt, les filles. Merci beaucoup. Bientôt. Bonne soirée. Merci, je vous embrasse. À Salut. bientôt. Une grande dirigeante française arrive avec nous dans quelques secondes.